Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent actuellement. Vous êtes un peu plus de 70 pour le moment. Vous devriez être aux alentours de 100, entre 120 et 140 au terme de, pour assister à ce troisième café du Boss. Un café qui se tient un peu tardivement, il faut bien l'avouer, mais la période que nous vivons nous exonère de toute façon de toute forme de normalité. Le premier café était centré sur les premiers impacts de cette décision sidérante et totalement inédite du confinement, sur l'arrêt soudain de nos activités et la violence prévisible du choc sur les trésoreries de nos entreprises. Nous avions des banquiers et des juristes autour de la table. Le deuxième café portait sur la déclinaison concrète des ordonnances prises par le gouvernement et qui permettait d'y voir un peu plus clair, malgré les injonctions contradictoires qui jetaient une certaine confusion les jours précédents. Nous avions alors partagé quelques idées intéressantes sur la façon de garder nos liens avec nos équipes. C'est la raison pour laquelle, pour ce troisième café, nous avons voulu aller plus loin sur cet aspect en creusant encore plus les pratiques mises en œuvre et en élargissant sur l'ensemble des parties prenantes. Nous avons compris que vous étiez maintenant tous fortement concentrés sur les différentes manières de garder un lien avec vos salariés, avec vos clients, avec l'ensemble de vos parties prenantes. Comment communiquer pendant cette période de confinement? Comment gérer avec la même attention et le même soin ceux qui sont au chômage partiel, ceux qui sont en télétravail chez eux et ceux qui continuent à venir travailler sur les sites de nos entreprises? Comment reprendre contact avec nos clients, avec le monde extérieur? Comment trouver le ton juste dans une période hypersensible? Pour cela, nous avons demandé à quelques chefs d'entreprise de venir témoigner de leurs pratiques qui restent totalement inédites et encore en expérimentation, tellement cette crise nous surprend par son ampleur et sa soudaineté. Vous le constaterez, le spectre des problèmes gérés par nos témoins est extrêmement large. Merci à chacun d'entre eux d'avoir pris du temps pour venir expliquer et partager avec nous, en toute transparence, ce qu'ils découvrent et tentent de mettre en place. Nous avons aussi demandé à deux experts de venir apporter leur éclairage et leur soutien. Merci à eux pour leur disponibilité. Merci à Florence Lenévé qui, comme pour les deux premiers cafés, assurera une animation professionnelle bienvenue de cette plateforme en accord avec notre partenaire, la lettre API. Florence, je vous laisse prendre la parole et présenter nos invités. Et je reprendrai la main vers la fin de la session pour les questions. À vous, Florence. Merci Olivier de Marignan pour ces premiers mots d'introduction. Et oui, c'est déjà le troisième rendez-vous depuis le début de la crise sanitaire et je constate que vous êtes toujours aussi nombreux à vous connecter pour suivre les échanges. Donc c'est super. On va essayer de vous apporter encore un maximum d'informations, des éclairages sur les bonnes pratiques. Les entreprises voilà, vont vous venir vous faire partager leur expérience. Et effectivement, on aura une partie questions-réponses sur la fin et je repasserai la main à Olivier de Marignan. Alors avec nous ce soir pour parler communication, on a 6 intervenants. Je vais vous les présenter rapidement. Michel Potard, vous êtes la co-gérante de la société Ventilaire Sec à Couéron, une société que vous avez rachetée en 2006 et qui emploie aujourd'hui 35 salariés. Et votre spécialité, ce sont les systèmes de ventilation mécanique. Xavier Biotto, vous êtes le président du directoire du groupe ERAM à Saint-Pierre-Montlimar dans le Maine-et-Loire. ERAM, c'est plus de 1000 magasins dans le domaine de la chaussure, du prêt-à-porter et des marques comme Géomo, TBS, Bocage, 2 usines et plus de 6000 salariés. Avec nous également Thibaut Jarousse, vous êtes le président et cofondateur de la start-up nantaise Divin. Divin, c'est 45 salariés et votre métier, vous êtes à l'origine de la Divine, une machine qui permet de servir de grands vins au verre dans des conditions idéales de température et d'aération, une Divine qu'on voit d'ailleurs derrière vous. Avec nous également Arnaud Bailly, vous êtes le dirigeant de l'agence Vupar, une agence de communication spécialisée dans la communication visuelle et le design, et vous employez aujourd'hui 40 salariés. Avec nous aussi, effectivement, on le disait, Olivier de Marignan le disait, 2 experts. Ingrid Berthet, vous êtes la co-dirigeante aux côtés de Marion Andro de l'agence de communication nantaise B-Side et vous pilotez une équipe de 20 personnes.
Et pour terminer avec les présentations, avec nous également ce soir, Laurent Janto, vous êtes le dirigeant d'Access, une société spécialisée dans le conseil, le coaching et la formation. Access, c'est 2 salariés et 8 consultants. Et vous continuez à travailler et vous viendrez nous éclairer sur les bonnes pratiques à avoir actuellement. Voilà pour les présentations. Je vais commencer avec vous, Xavier Biotto, qui connaissait un impact fort et totalement inédit dans l'histoire de l'entreprise, puisque vos 2 usines sont à l'arrêt, 800 de vos magasins sont fermés, et j'imagine que c'est une situation que vous n'aviez jamais envisagée. Alors, expliquez-nous déjà, avant qu'on rentre sur ce volet de la communication, comment vous avez vécu les choses, ce tsunami qui vous est arrivé dessus. Écoutez, merci. Bonjour à tous. Effectivement, Olivier de Marignan parlait de situation sidérante. Elle l'a été pour nous comme pour beaucoup. C'est une situation totalement inédite pour notre groupe familial, né en 1927. Mon grand-père a fondé cette entreprise. Alors, je n'ai pas connu évidemment toutes ces périodes, y compris la guerre, mais je pense que c'est vraiment une situation qui n'avait jamais été vécue de cette ampleur-là, à cette échelle-là. Nos 1000 points de vente sont fermés, nos 2 usines sont fermées, nos entrepôts sont en grande partie fermés. Nous employons 6000 personnes, 80% d'entre eux aujourd'hui sont en chômage partiel, environ 15% sont en télétravail, un peu moins de 5% sont en travail physique. Voilà la situation globale. Donc, effectivement, passer l'effet sidérant des premiers jours, avec des réactions peut-être avec un cerveau un peu reptilien, comme on dit, d'instinct de survie, on essaie de se projeter, de mieux communiquer et de mieux préparer l'avenir, même si j'insiste sur le fait que pour le commerce, le retail en général, ce qu'on appelle le retail, le secteur était déjà assez en souffrance. Vous savez qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui souffrent du fait de la montée du web et de beaucoup de choses, d'une forme de déconsommation. Et c'est une situation qui est d'autant plus grave que par rapport à d'autres activités, nous avons à financer notre besoin en fonds de roulement, c'est-à-dire les stocks que nous avons achetés pour la saison. Et en face de ces financements, nous avons 0 recette. Voilà. Et oui, donc c'est une situation compliquée et totalement inédite, on le disait. Et la difficulté, je pense, supplémentaire pour vous, vous le disiez, c'est un groupe de 6000 salariés, mais avec une diversité de profils. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à garder le contact? Parce qu'il y a toute la partie fonction support, il y a la partie production et là, il y a la partie vente magasin. Donc, des salariés qui sont par nature éclatés, mais là encore plus, puisque vous le disiez, une grosse majorité est aujourd'hui en télétravail. Donc, comment vous arrivez à garder le lien, à communiquer aujourd'hui avec ces 6000 salariés? Alors, une grosse majorité est en chômage partiel, même, donc, et chez soi. Une partie est en télétravail. Écoutez, c'est un véritable enjeu. C'est un enjeu parce qu'on a vraiment beaucoup de catégories d'emplois, effectivement. On a des gens qui sont rattachés au siège, ici à Saint-Pierre-Mont-Limard, nous sommes 1200, mais la plus grosse partie de nos équipes sont éclatées dans les magasins. Donc, accéder à avoir un accès à ces personnes-là, c'est un véritable enjeu. On échange beaucoup avec d'autres chefs d'entreprise et l'un des enjeux actuellement, c'est de pas creuser une forme de fracture entre la communication avec les cols blancs et avec les cols bleus, si on peut s'exprimer ainsi. Et c'est un vrai enjeu pour nous. Alors, comment on communique? D'abord, on est un groupe familial qui comporte 10 activités. Vous avez cité un certain nombre de nos marques. Ce sont des entreprises dans le groupe. On a 10 entreprises dans le groupe. Donc, on a une forme de communication groupe, mais ce sont surtout les communications à l'intérieur des entreprises et dans les entreprises qui priment ensuite. Alors, je m'explique. En ce qui concerne la communication groupe, moi, j'ai envoyé au nom des dirigeants, au nom des actionnaires de ma famille, quelques messages, pas trop, sans trop inonder. Et tout l'enjeu de ces messages, c'est d'envoyer aux salariés qui sont destinés à tous les salariés, c'est d'envoyer un message, trouver la bonne tonalité, je ne sais pas si on l'a trouvé, mais qui soit entre à la fois réassurer et à la fois donner le sens de l'importance de la situation, du caractère inédit et extrêmement grave de la situation. Il ne faut pas faire paniquer, mais en même temps,
comme disent certains, il ne faut pas faire en sorte que les salariés se disent « Bon, Eram a presque 100 ans, son groupe Eram, il a toujours vécu à tout traverser, donc c'est une petite crise de plus qu'on traversera facilement. » Non, il faut que tout le monde soit mobilisé, donc c'est un bon équilibre dans la tonalité à trouver. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, en ce qui concerne la gestion du groupe, bon, chaque jour, je communique, on a un comité de direction élargi avec 13 personnes, les patrons d'activité et les services centraux. Et ensuite, chacun de ces patrons d'unité a son propre comité de direction, etc., etc. Bon, nos outils, d'abord, on a beaucoup d'outils évidemment numériques aujourd'hui. Donc, ça sera une des leçons de cette crise. Ça sera aussi comment on progresse encore plus, comment on devient encore plus agile d'une manière numérique. Donc, on utilise les mails, on utilise évidemment les WhatsApp, on utilise les réseaux sociaux. On a quasiment toutes les entreprises ont un réseau social qui permet de toucher très largement les effectifs de chaque marque. On a des outils type Teams avec des réunions comme celle qu'on est en train de faire en ce moment. Avec certaines limites à tout ça. Bon, il y en a une qui est la sécurité. On est un peu inquiet du sujet de la sécurité informatique. Vous savez qu'il y a beaucoup d'attaques en ce moment, des entreprises même de taille moyenne. Et là, on est assez vigilant. On sait qu'il y a des outils, par exemple, on m'a dit aujourd'hui que Zoom était un outil qui pouvait être très, très facilement hackable, comme on dit. Bon, ça, c'est tous les outils numériques très, très importants. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que l'humain reste essentiel. Vraiment, je pense que l'humain, le contact humain, alors le contact humain qu'on ne peut pas avoir actuellement, mais le téléphone, on utilise beaucoup le téléphone parce que les mails, c'est assez impersonnel. Et bon, d'une part, on a la chance à notre échelle d'avoir beaucoup de relais humains. Alors, il y a beaucoup de gens à atteindre, mais on a beaucoup de relais. On a des responsables de ressources humaines dans chaque division. Donc, on essaie d'avoir, enfin, j'ai donné l'instruction d'atteindre par téléphone absolument tous les salariés de l'entreprise, si possible une fois par semaine, jusqu'à la salariée vendeuse de Montargis, si je prends un exemple, ou jusqu'à l'ouvrier d'une de nos usines dans le Maine-et-Loire. Donc, on tient à ce que tout le monde ait un contact humain, et je pense que l'humain, ça sera aussi une des leçons. Ce sont les deux aspects. Il y a à la fois le développement du numérique, mais moi, je crois vraiment que l'humain reste très important. Les personnes, quand on les appelle directement au téléphone, vous ne pouvez pas vous imaginer, enfin, si vous imaginez, en plus, il y a beaucoup de pros de la communication autour de la table, ou du call, mais les gens sont vraiment très contents d'avoir un véritable échange oral avec les personnes qui les appellent. Oui, l'important pour vous, c'est de maintenir ce lien social, mais avec la difficulté. On vous a perdu, Xavier Biotto? Je suis désolé, je vous entends plus. Mince. Est-ce que vous nous entendez maintenant? Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, est-ce que... je suis désolé, je ne vous entends plus, donc il faut peut-être passer à quelqu'un d'autre. J'ai un problème. Eh ben, on va essayer de régler votre problème. Et puis du coup, je vais enchaîner avec Thibaut Jarousse et on vous retrouve après Xavier Biotto. Vous nous entendez? Non, oui, visiblement. Vous nous entendez? Alors, moi je vous entends, mais je ne sais pas si Xavier nous entend. Ouais, nous, bon, bah écoutez, je vais venir vers vous, Thibaut Jarousse, et puis on retrouvera Xavier Biotto après quand il aura retrouvé le son. On va essayer de me reconnecter. On vous entend très bien, nous. Bon, on va le laisser se reconnecter, et puis je vais parler avec vous, Thibaut Jarousse. Donc, pour vous, alors effectivement, on n'est pas du tout dans la même taille d'entreprise, parce que, je le disais, Divin, c'est 45 salariés. Pour autant, le choc a été tout aussi important pour vous, et cela en amont du discours d'Emmanuel Macron du 16, puisque le 14, vous avez réalisé que vos clients allaient tous fermer et que du jour au lendemain, il n'y avait plus d'activité. Donc, comment vous avez vécu ça? Comment ça s'est passé?
Alors, exactement. En fait, qui plus est, c'est vrai que le 14, j'ai pas regardé l'allocution qui a été faite. Bon, j'en profite pour saluer tout le monde aussi. Et donc, en fait, c'était vers 20h45, et là, je reçois une dizaine de SMS, de WhatsApp, de personnes de l'équipe qui me disent qu'est-ce qu'on va faire, de personnes que je connais, des amis, même des investisseurs, qui me disent bon, bah, la situation est grave, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je me suis dit, bon, il s'est passé un truc. Donc, en fait, le vendredi, moi, j'avais plein de clients restaurateurs et hôteliers. Parce que nous, nos clients, à 95%, ce sont les hôtels et les restaurants. Donc, voilà, vous voyez la Divine qui est là. Donc, c'est un système avec des flacons. Donc, ça leur permet d'avoir une offre haut de gamme de vin au verre, comme vous l'avez présenté à Florence. Et voilà, le 14 au soir, on annonce la fermeture des restaurants. Alors, les hôtels tournaient vraiment au ralenti. Et donc, je reçois toutes ces notifications. Et là, je comprends tout de suite ce qui se passe, ce qui était en fait quelque chose que tout le monde redoutait le vendredi, et tout le monde se disait bon, on va peut-être passer au travers des mailles du filet, et puis ça va peut-être pas nous concerner. Et en fait, ouais, tout a basculé en 1 heure. Et donc, bah, tout le dimanche, on était sur le pont avec une partie de l'équipe pour savoir ce qu'on allait faire. Et le premier réflexe, ça a été de se dire, bon, déjà, il faut, bon, on va pas communiquer tout de suite aux investisseurs tant qu'on n'a pas une vision très claire de la situation. Donc, on va pas parler à la place de nos clients. Et le premier point qu'on a voulu adresser, c'est déjà de prendre la température auprès de nos clients le lundi matin. Parce qu'on s'est dit, finalement, ils vont peut-être s'organiser pour faire les choses différemment. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être faire de la livraison à distance, tous s'enregistrer sur Uber Eats, faire de la livraison à emporter. Et donc, on a entrepris le lundi de faire un vaste plan de phoning où il y a bah, les 20 personnes de toute l'équipe commerciale. On a appelé 250 clients en quelques heures. Et les réponses de nos clients restaurateurs, en tout cas, ont été unanimes, même hôteliers. À 96%, ils nous ont dit écoutez, on est sidérés par ce qui s'est passé. Là, on est encore sous le choc. Nous, on va fermer l'établissement le temps du confinement, et point à la ligne. Donc, bon, Ça voulait dire plus du tout d'activité pour vous. ouais, ça veut dire que du jour au lendemain, on a perdu 95% de notre chiffre d'affaires. Voilà, on savait que c'était fini, c'était zéro. Tout l'encours de facturation, bon, bah, on savait aussi que les gens allaient arrêter de payer, ce qu'on peut comprendre momentanément. Donc, on les a rassurés sur ce point-là en disant, voilà, on va suspendre les loyers de votre Divine, on les suspend aussi pour avril. Et donc, on s'est dit, bon, on a un vrai problème parce que bon, déjà, on a mis une partie des salariés en activité, en chômage partiel, en activité partielle, hein, comme on dit maintenant. Et on s'est quand même posé la question parce que très rapidement, on s'est dit, est-ce que les gens vont pas s'habituer à vivre différemment? Et on le voit hein, depuis 2 semaines, 3 semaines, il y a beaucoup de professionnels. Bon, moi, toutes les semaines, j'étais dans le TGV ou dans l'avion. Finalement, on se rend compte qu'on peut faire énormément de choses bah, à distance. Et donc, est-ce que les gens vont pas changer leur comportement professionnel et personnel à grand renfort d'apéro Skype, se rendre compte qu'ils peuvent vivre des moments de convivialité bah, sans faire 400 km dans le week-end? Et si finalement ces changements sociétaux se produisent et ces habitudes de consommation évoluent, et ben, est-ce que les gens vont pas consommer moins d'hôtels parce qu'ils vont moins se déplacer? Est-ce qu'ils vont pas moins consommer de restaurants? Est-ce que, comme certains restaurateurs que j'ai eu cette semaine au téléphone m'ont dit, bah, même quand les gens vont être déconfinés, ils vont peut-être avoir peur hein, de se retrouver à 30 centimètres de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas sur une table à côté. Et donc, en fait, rapidement, on a eu la posture de communication suivante auprès de tous nos salariés et de nos partenaires. On travaille sur 2 scénarios extrêmes, sur le fait que ça reparte très fort mi-mai, et puis les gens sortent de chez eux, ils ont tourné en rond pendant 6 semaines, 8 semaines, et ils veulent se faire plaisir. Et puis un scénario où ils changent durablement leurs habitudes de consommation sur la partie restauration, déplacement et habitudes professionnelles. Et auquel cas, si les gens vont moins au restaurant, comment est-ce qu'on fait pour amener le restaurant chez eux?
Donc, soit avec nos partenaires restaurateurs, donc là, on les aide à réfléchir là-dessus, soit parce que on reprend une activité B2C. Ce qu'on a fait, en fait, dès la première semaine, on a réactivé les 7000 clients particuliers qu'on a, qui représentent que 5% du chiffre d'affaires, en leur proposant finalement de participer via Facebook à des événements de dégustation, donc la Divine Academy. Et on a repris le contact, en fait, on a réactivé la communication grand public à partir de ce moment-là. Pour nos salariés. Donc, changement d'orientation par rapport à ce que vous faisiez, puisque vous étiez plutôt axé professionnel. Vous aviez déjà pivoté une première fois par rapport au début de l'entreprise. Et donc là, vous revenez un petit peu vers les particuliers, mais avec la difficulté en termes de communication de faire ce pivot sans écorner l'image de marque un peu haut de gamme, élitiste que vous avez. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, tout de suite, on a été confronté au problème de nous, la Divine, c'est une machine qui est vendue plusieurs milliers d'euros aux professionnels. La version pour les particuliers sans écran est vendue à 1500 euros. Acheter quelque chose qu'on n'a pas essayé sur Internet à 1500 euros, la marche, elle est assez haute. Donc, en fait, on a ressorti la marque initiale de Divin. Quand on a lancé l'entreprise en 2012, on avait ce positionnement du Nespresso du vin chez les particuliers. Et avec une marque à côté qui est la marque Divine, donc deux plateformes de communication différentes, qui est la marque des professionnels, le système des grands crus au vert des professionnels. Et donc, on a développé en fait deux stratégies de communication, une un peu plus grand public pour découvrir finalement des grands vins, apprendre l'œnologie sur Facebook, avoir des coffrets vins et fromages pour faire des apéros Skype, avec une marque Divin, donc 1-0-VINS, et puis la marque Divine qui est la marque des professionnels. Et c'est un grand écart qui n'est pas forcément évident, on tâtonne un peu, on travaille beaucoup par itération, mais on a toujours essayé d'être transparent avec l'équipe et avec nos investisseurs sur le fait que on allait essayer de gérer le risque en séparant les deux scénarios, que chaque scénario allait être porté par une plateforme de marque différente pour éviter de brouiller les messages, mais que, in fine, fallait être prêt à tout. Et je rejoins ce qui a été dit précédemment par Xavier sur le fait de garder un contact téléphonique ou en visio avec la caméra, si possible hebdomadaire, avec toute l'équipe. Et on a maintenu une tradition qu'on a chez Divin aussi par rapport à ça. C'est que tous les vendredis, en fin de journée, vers 18h, on essaie de prendre un verre tous ensemble. C'est l'occasion aussi pour les personnes de l'équipe de découvrir les vins de la gamme. Donc, on a maintenu cette visio-dégustation en équipe le vendredi vers 18h, et c'est le moment de faire le débrief de la semaine et d'expliquer les news du business à toute l'équipe en live le vendredi à 18h. Parce que c'était important aussi par rapport à l'équipe de rassurer, j'imagine, parce que vous êtes une jeune entreprise, donc pas avec la même histoire que peut l'avoir le groupe Eram. Donc peut-être qu'il y avait des inquiétudes sur simplement la pérennité de l'entreprise. Ouais, tout à fait. En fait, le 16 mars, le lundi qui a suivi le week-end, le fameux week-end catastrophe dont on a parlé, on a mis en place un sondage auprès de l'équipe sur plusieurs questions, en fait, sur les idées de développement business qu'ils auraient. Et on leur a demandé à la fin de noter de 1 à 5 leurs inquiétudes pour leur santé et pour la santé de l'entreprise. En fait, de 1 à 5, ils n'étaient pas tellement inquiets pour leur santé, mais plus inquiets pour la santé de l'entreprise. Et on a mis un indicateur avec un outil qui s'appelle Team Mood, où en fait, tous les jours, c'est un petit outil très simple où ils vont noter de 1 à 5 s'ils ont passé une bonne journée. Si à la fin de la journée qu'ils ont faite, ils sont contents du boulot qu'ils ont fait, si ils voient des perspectives plutôt positives par rapport à ce qu'ils ont fait. Et on est passé d'une moyenne journalière de 4 sur 10 à une moyenne d'à peu près 7 en 3 semaines. Donc voilà, le moral des troupes est revenu à un niveau qui est intéressant, alors, qui n'est pas non plus
sur lequel il faut être vigilant. Il faut rassurer de manière constante toutes les personnes de l'équipe. Et comme on a réussi à avoir des premiers succès sur le développement du marché pour les particuliers, de la gastronomie à la maison, en fait, ça a permis aussi de montrer qu'il y avait d'autres possibilités de coller à notre raison d'être et de compléter notre cœur de métier qui est l'hôtellerie et la restauration, qui va le rester, mais il va falloir peut-être marcher sur deux jambes. Mhm. Et en termes de communication, vous l'évoquiez, il y avait les clients, garder le contact et voir ce qu'on pouvait faire, l'équipe, et il y avait aussi vos investisseurs, parce que depuis la création de la société, vous avez levé, je crois que c'est 15 millions d'euros, donc j'imagine qu'il y avait nécessité aussi de communiquer en leur direction. Alors, tout à fait. Il y a eu, on a essayé de le faire de manière assez posée parce que on a eu beaucoup de questions de leur part au départ. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, la règle de base avec ces investisseurs, c'est qu'il faut toujours être transparent. Ça sert à rien de mettre des choses sous le tapis. C'est jamais une bonne idée. Donc, au départ, j'ai commencé à leur dire. Voilà, on ne sait pas encore ce qu'on va faire. Par contre, on sait comment on va prendre les informations pour décider. Donc, on va contacter nos clients, on va voir ce qu'ils font, on va voir comment on peut les aider. On va se reposer avec l'équipe sur les scénarios alternatifs et on vous dit dans la semaine comment on s'organise. Donc le premier point auprès des investisseurs de référence, ça a été d'avoir cette posture-là. Au bout d'une semaine, on a communiqué, on a expliqué ce qu'on allait faire. Donc sur 3 axes, hein. C'est la sécurité des personnes et de l'entreprise. Donc des personnes pour s'assurer que les gens qui continuent à aller à l'entrepôt, on a mis en place tout ça pour qu'ils soient préservés, qu'on respecte les gestes barrières. La sécurité de l'entreprise pour s'assurer que on a repoussé les échéances de prêt, on s'est organisé auprès des banques pour faire face aux 6 prochains mois. Le deuxième point, c'était l'étude des choses qu'on allait faire par rapport à notre cœur de métier. Et puis le troisième point, c'est les choses qu'on développait par rapport au B2C et à ce métier alternatif qui est de dire si les gens vont moins au restaurant, comment est-ce qu'on recrée le restaurant chez eux et cette offre de gastronomie à la maison. Donc on a vraiment temporisé dans un premier temps. On leur a expliqué comment est-ce qu'on allait construire notre réponse à la réplique sismique qu'on avait connue. Et au bout d'une semaine, on leur a présenté des choses. On a eu des très bons retours. On a aussi des gens qui ont complété, qui ont donné des idées, qui ont participé. Et la deuxième phase auprès de nos 130 investisseurs, parce qu'on a quand même un panel relativement important, ça a été de les mettre à contribution et de leur dire ok, maintenant qu'on a expliqué ce qu'on allait faire, hein, on va vous expliquer comment est-ce que vous pouvez nous aider parce que en tant qu'investisseur, vous êtes les premiers ambassadeurs d'une entreprise comme la nôtre. Donc là, par exemple, On va peut-être pas tout détailler parce que il y a encore beaucoup de témoignages et puis je voudrais revenir à Xavier Biotto qui s'est reconnecté, qui est revenu avec nous, qui a priori nous entend. Merci Thibaut Jarousse. Xavier Biotto, c'est bon, vous êtes revenu avec nous? Oui, excusez-moi, je ne vous entendais plus. Non, vous nous entendez bien là maintenant, c'est bon. Là, je vous entends très bien. Bon, oui, on en était sur la nécessité de garder du lien social, du contact avec les équipes, mais oui, avec pas mal d'interrogations, notamment avec vos salariés qui sont en chômage partiel, dont on ne sait pas trop comment on peut faire, parce que normalement ils sont en chômage, donc on n'est pas censé avoir de lien avec eux, et pour autant, il ne faut pas les laisser complètement isolés dans la nature. Tout à fait. Alors, effectivement, ce ne sont pas des liens forcément identique entre chômage partiel, entre les personnes qui sont en chômage partiel ou ceux qui sont en télétravail. Mais pour ceux qui sont en chômage partiel, c'est juste un appel, ce n'est pas un appel professionnel, quoi. C'est un peu comme le Timood décrit juste avant, sauf que c'est par téléphone, c'est comment ça va, quoi, comment tu te sens, et ça laisse, ça libère, ça peut libérer certaines questions, et dans ce cas-là, on y répond. Mais c'est d'abord pour voilà. Et quant aux personnes en télétravail, ça peut être aussi comment ça va, évidemment, mais il y a aussi des sujets de télétravail. Je peux juste dire que sur le télétravail, effectivement, cette expérience nous montre que ça marche, techniquement ça tient,
On peut le développer, mais encore une fois, jusqu'à un certain point. Hein. Moi, j'ai vu plusieurs collaborateurs qui sont revenus ici, qui sont passés ici, qui disent, au bout de 2 semaines avec des enfants en bas âge, ils ont hâte de retrouver leur lieu physique. Je généralise pas, mais encore une fois, je pense que les deux, c'est pas l'un contre l'autre. Je pense c'est bien de développer le télétravail, mais c'est bien les contacts humains. Et je pense qu'à la sortie de ces crises, les gens auront besoin de contacts humains directs. Voilà. C'est sans doute ouais, un des enseignements. Alors ça, c'est tout ce que vous faites en interne, mais il y a aussi toute cette question, tout ce volet de la communication externe. Comment, alors que les magasins sont fermés, comment on garde le contact avec les clients? Et quel message on adresse? Alors, d'accord. On a différents types de clients. Si on parle du B2B, du wholesale, nos affiliés, là, on peut avoir la même stratégie qu'avec les salariés, c'est-à-dire les appeler, comment ça va, est-ce qu'on repousse vos ordres, vos commandes, etc. On a un contact direct avec eux. On a aussi le contact par mail, etc. Mais le gros de nos effectifs, enfin le gros de nos clients plutôt, la plus grosse partie évidemment, ce sont les clients qui viennent dans nos magasins. Donc cela, notre moyen de communication est évidemment très altéré. Il nous reste l'outil du web. Hein, le web aujourd'hui, c'est 10% de notre chiffre d'affaires. C'est 10% de notre chiffre d'affaires, mais ça n'est pas que du chiffre d'affaires. C'est effectivement un moyen de communication. Hein, c'est un moyen de communication. Et là, c'est aussi à traiter avec un certain doigté en ce moment. Hein. Évidemment que la première semaine, les clients n'étaient pas du tout ouverts à recevoir des messages commerciaux, etc. D'ailleurs, on risquait de retrouver en retour des remarques très acerbes. Donc, on a été vraiment avec beaucoup de doigté. Néanmoins, c'est actuellement nos clients de communication. Donc, on y va progressivement. Si je prends, nos sites web sont restés ouverts, mais sans agressivité commerciale. Et si je prends l'exemple de Gémeaux, hein, une grande surface de périphérie, vêtements et chaussures, notre enseigne, donc elle a fait le choix de communiquer avec les clients, mais pas par des messages purement commerciaux au départ. Bien sûr, notre site reste marchand, hein, mais en proposant dans cette période, par exemple, des jeux aux enfants, en communiquant sur des recettes, donc rien à voir avec notre métier. Mais tout ça a été très apprécié. Et ensuite, on a choisi, avec Gémeaux, de reverser 5% du chiffre d'affaires fait sur le web à la Fondation des Hôpitaux de France et des Hôpitaux de Paris. Et cette manière de communiquer a plutôt été bien reçue par nos clients et enrichit plutôt le lien. Ça veut dire qu'il faut sortir du discours commercial dans le moment, il faut être très agile et s'adapter très rapidement. Et ça, vous le faites avec les équipes en interne, comment ça se gère? Oui, ça se fait avec des équipes qui sont souvent en télétravail et qui communiquent par tous les outils dont on a parlé. Mais oui, ça se fait en interne et avec nos agences de communication prestataires et également nos agences marketing digital. Merci Xavier Biotto pour cet éclairage. On va avancer et je vais retrouver Michel Potard chez Ventilaire Sec. Bonjour Michel Potard. Pour vous aussi, c'est assez compliqué, même si avant l'annonce du confinement, vous aviez déjà anticipé qu'il allait avoir des problèmes parce que vous risquiez de manquer de composants pour vos produits et vous êtes donc vous vous êtes adapté. Vous en êtes où aujourd'hui et comment ça se passe au niveau des échanges avec vos clients et peut-être aussi avec vos salariés, sachant que vous m'avez dit on n'a pas une grosse culture de communication. Oui, bonjour à tous. Effectivement, c'est pas notre ADN la communication. Notre ADN est plutôt porté sur la partie technique et l'innovation. Donc, ce que vous disiez par rapport aux avertissements qu'on avait pu avoir, comme tous nos systèmes ont des cartes électroniques, on avait été sensibilisés il y a quelque temps avec le Covid-19, mais pour la Chine, que nos partenaires sur cette partie-là risquaient d'avoir des ruptures de stock sur des approvisionnements beaucoup plus difficiles liés à la Chine.
Effectivement, ça s'est un peu confirmé. Nous étions depuis fin janvier, nous étions en train de commercialiser notre nouvelle gamme de ventilation par insufflation avec capteurs, connectivité et tout, qui avait un fort engouement. On a pu voir une hausse de nos ventes assez importante. Et puis, juste autour des discussions sur confinement, pas confinement, à ce moment-là, cette semaine-là, les ventes ont chuté énormément. Jusqu'à arriver au moment du confinement où nos clients qui sont des professionnels ont été obligés de fermer pour la bonne raison qu'ils vont chez des particuliers, installés principalement chez des particuliers. Et même quand c'est des systèmes qui sont installés dans des établissements recevant du public, il n'y a pas les disponibilités du personnel d'entretien pour être là, disponible pour ouvrir les sites. Donc, voilà, on est arrivé à un chiffre d'affaires quasiment à zéro. Entre-temps, bien évidemment, la préoccupation de nos clients pour accéder chez leurs clients particuliers, mais aussi pour leurs collaborateurs. Et nous aussi, la question, dans un premier temps, maintenant, on arrive à aborder davantage les solutions de mise en sécurité, mais au départ, ça restait un petit peu pas très fiable sur les mesures qu'on devait prendre pour mettre nos collaborateurs en sécurité. Donc, rapidement, nous avons dû mettre tout ce qui était production, expédition et la partie commerciale au chômage partiel. Nous avons monté notre dossier de chômage partiel avec toutes les péripéties qu'on a pu voir au départ avec des sites qui n'étaient pas forcément prévus pour une aussi grande abondance de dossiers. Nous avons on a fait le choix de garder tout ce qui était R&D. On a 6 personnes qui n'ont pas arrêté de travailler mais qui le font en télétravail et de mettre en chômage partiel à suivre. On n'a pas fait tout d'un seul coup. Ce qu'on a arrêté après le confinement, c'est vraiment production logistique et la partie commerce. On a gardé les principaux cadres et la partie R&D. Principaux cadres en chômage partiel. Et justement, est-ce que c'est facile? Oui, est-ce que c'est facile? Parce que finalement, il a fallu adapter, certains en chômage partiel, certains en télétravail. Est-ce que c'est facile au niveau de la communication d'expliquer qu'on garde certains en télétravail, mais que d'autres, on les met en chômage partiel? Comment vous avez réussi à expliquer ça? Il y avait une certaine logique. On essaie toujours de préparer l'avenir. Si on a 6 ou 7 personnes en R&D sur 35 au total, c'est qu'il y a une vraie volonté d'être sur du développement. Et bien évidemment, l'équipe en place est en train de travailler sur une nouvelle gamme qui est davantage destinée aux établissements recevant du public. Les principaux cadres qui sont là à temps partiel, c'est pour aussi préparer le futur. On prépare l'après. On s'est mis dans une position où ce temps qui nous était imposé, il fallait le mettre à profit pour préparer le futur. Et on pense que cette période va faire prendre conscience aussi à l'importance de la qualité d'air, qui est notre domaine pour la qualité d'air intérieure, et qu'il faut qu'on soit prêt à répondre au maximum aux sollicitations qu'on pourra avoir. Parce que juste une aparté, la ventilation est un domaine qui est peu reconnu, notamment un peu partout d'ailleurs, aussi bien chez les particuliers que beaucoup d'établissements recevant du public. On n'a pas trop la culture en France de la ventilation pour la qualité d'air, et la ventilation, c'est fait pour la qualité d'air. Bon, je ferme là ce point-là. Donc, les équipes de Ventilarsec dans leur globalité sont très motivées par la société parce on a une activité qui a du sens et les gens le conçoivent ainsi. Je pense que ça les motive grandement. D'ailleurs, même quand on prend des stagiaires en R&D, ils sont très très motivés. On en a 2 qui travaillent en télétravail et qui sont à fond et qui avancent très très bien. Il y a une culture, on est petit, on est une petite structure, un petit industriel, il y a beaucoup de transparence, beaucoup de valeur, donc c'est plus facile pour faire passer des messages parce qu'ils sont déjà imprégnés de la culture de Ventilarsec et ils y adhèrent, ce qui fait que même si ça ne fait pas plaisir, ceux qui sont en production, ils savent qu'on est un peu coincés par les composants.
les expéditions de fait, et si on n'a pas de composants, on ne produit pas et on ne peut pas expédier, que nos clients, de toute façon, ne peuvent pas accéder eux-mêmes chez leurs clients. Certains aussi, il ne faut pas oublier qu'il y avait des craintes par rapport à circuler et venir. Certains se déplaçaient en transport en commun, ce qui peut être représenter un danger pour eux. Il faut savoir écouter les craintes des collaborateurs. Donc, tout ce qui est production logistique, commerciale a très bien compris qu'ils ne pouvaient pas continuer leur activité normalement. Ça n'empêche pas nos commerciaux qui sont quand même attachés à leurs clients de passer des coups de fil à leurs clients pour savoir où ils en sont. Et du côté des principaux cadres qui, eux, travaillent à temps partiel, c'est aussi pour préparer le futur. On était dans une démarche avec BPI Accélérateur. On continue ce travail pour être prêt pour quand le déconfinement sera là et pour que le démarrage se fasse au mieux. Donc oui, si je résume, pour vous, c'est beaucoup d'écoute des équipes, beaucoup de dialogue, beaucoup de transparence pour que chacun, dans les messages, pour que chacun comprenne bien les enjeux et soit prêt à redémarrer et conserve la motivation pour redémarrer dès qu'on pourra sortir du confinement. Oui, alors bon, la communication, elle est facile, entre guillemets, on a bien adapté Teams, on passe notre vie avec notre écran et en faisant des réunions visio, notamment avec la R&D et les principaux cadres pour avancer, donc ça fait quand même de la proximité, et puis on reste très disponible, et j'ai même l'impression que sur cette période-là, le fait de travailler avec des outils comme ça, il y a une réactivité qui est très très grande. Les gens s'attendent, tout le monde sait qu'on est derrière notre ordinateur et il y a une réactivité que je trouve assez importante, des fois un peu fatigante aussi parce que ça fait, voilà, tout le monde répète, tout le monde sollicite en même temps. Il y a des fois c'est un peu gênant. Enfin, un peu gênant, ouais. façon de parler. Je crois que c'est un des grands enseignements, enfin, cette densité, cette fatigue qu'on peut avoir, cette sursollicitation. Je pense qu'on le retrouvera et avec nos autres témoins derrière, c'est vraiment une donnée assez générale. Oui, je dois vous dire que vendredi dernier, j'étais contente que la fin de semaine arrive. J'avoue que c'est pas souvent que je me trouve avec ce ressenti en fin de journée de dire, en fin de semaine, oui, je trouve qu'il y a un petit côté épuisant. Après, sur la communication, parce qu'effectivement, moi où j'ai une frustration, c'est que sur les équipes, par exemple, qui sont en chômage, et je reviens un peu sur le témoignage de Xavier Biotto, j'ai des contacts avec les principaux cadres, etc., avec la R&D, avec ceux qui veulent bien me contacter. Mais l'ensemble des collaborateurs que je voyais tous les jours, on est une petite entreprise, notre site, toutes les parois sont vitrées, donc on se voit énormément. Il y a beaucoup de convivialité, il y a souvent les viennoiseries à 10h au café, etc. Enfin, et moi, ça me permettait tous les jours de voir tout le monde. Et là, je n'ai pas en direct l'ensemble du personnel, il y a des relais avec l'ensemble des cadres. Et je ne veux pas non plus empiéter, ils sont au chômage, je ne veux pas non plus empiéter. Enfin, ça revient vraiment à ce que disait Xavier Biotto et je m'y retrouvais tout à fait. Donc, il y a des mails aussi qui partent sur des news de la société. Mais merci Michel Potard, et on va retrouver ça de toute façon avec Arnaud Bailly qui chez Vupar, il y a beaucoup d'éléments qu'on a déjà pu entendre, qu'on retrouve chez vous. Alors vous, votre métier c'est la communication, alors on peut se dire que quand on baigne déjà dedans, on communique, on sait communiquer. Pour autant, vous apprenez aussi un certain nombre de choses et vous découvrez des choses avec cette période, Arnaud Bailly. Oui, tout à fait. D'abord, bonjour à tous et à toutes. Donc, nous, effectivement, on est une agence de 40 personnes et on sortait d'une expérience en 2009 ou 2019 où on avait mis en place le télétravail de manière un petit peu spontanée et sur la base du volontariat. Et on l'avait arrêté à la fin du mois de novembre parce que il y avait eu un certain nombre de dysfonctionnements en fait. Ça avait été pas bien préparé et puis ça concernait pas tout le monde, donc on n'avait probablement pas apporté l'attention qu'on aurait dû apporter pour la mise en place de cette nouvelle façon de travailler. On l'avait fait parce qu'on avait eu une croissance importante dans l'année, on avait recruté 14 personnes et on n'avait plus de place pour donner un bureau à chacune.
Et donc, on jouait sur la rotation des bureaux pour créer de l'espace. Donc, on sortait de cet échec en fait de mise en place du télétravail. On s'était dit qu'on allait le repréparer, voilà, et puis donc on n'a pas eu le temps du tout. Ça a été là aussi immédiat le lundi soir, rideau, toute l'entreprise ferme, et puis tout le monde part chez soi avec, pour la plupart, un ordinateur portable, pour certains un écran, parce qu'on a des graphistes qui travaillent avec des grands écrans et des tours puissantes, voilà. Et puis on apprend finalement à travailler différemment et donc à communiquer. Parce que comme le disait Michel, on est tout en open space, c'est pas vitré, il n'y a pas de bureau fermé. Donc une culture d'entreprise, communication très informelle, très transparente, voilà, conviviale aussi, très spontanée, très, très volontaire. Donc les canaux d'information étaient pas forcément bien réglés. Donc c'est ce qu'on a mis en place depuis 3 semaines. Oui, justement, comment est-ce qu'on passe de cette culture de l'open space où tout le monde se côtoie tout le temps, où les problèmes se règlent finalement comme ça, assez facilement, à cette culture du télétravail où finalement chacun est à distance et vous êtes un peu aveugle. Enfin, on l'a pas trop dit encore, mais le télétravail, c'est aussi un peu ça, c'est que on ne perçoit plus les choses. Enfin, vous évoquiez la question des signaux faibles. Oui. Alors la difficulté, la différence par rapport aux 3 précédents intervenants, c'est que nous, notre activité, elle ne s'est pas arrêtée. Elle a un petit peu baissé. On a 20% de notre activité dans le tourisme et puis le retail. Donc effectivement, c'est des projets qui sont arrêtés du jour au lendemain. Quand on a appelé nos clients, ils nous ont dit bon, ça s'arrête. Pour les autres, les collectivités locales, les institutionnels, le service aux entreprises, B2B, voilà. Ça s'est pas arrêté. Donc en fait, on a une activité qui s'est maintenue globalement à entre 100% et 80%. Parfois, qu'il a fallu assurer et assumer dans des conditions nouvelles, différentes, et souvent avec moins de disponibilité des équipes, de par le fait d'être séparés les uns des autres. Et puis aussi, on ne l'a pas forcément dit, mais le gouvernement a considéré que tout le monde pouvait et faire du travail et être enseignant à la maison. Voilà. Et nous, on a beaucoup de mamans à l'agence, de jeunes mamans qui sont avec des enfants plutôt en bas âge. Et donc, on a demandé, ces personnes-là ont dû aussi récupérer la gestion de leurs enfants, ce qui laisse une moins grande disponibilité. Donc, il a fallu qu'on fasse presque autant avec une équipe un peu moins importante, des gens qui se sont mis en garde d'enfants parce qu'ils n'étaient pas du tout disponibles. Voilà. Et puis après, effectivement, dans la façon de travailler, donc on a mis en place un comité de pilotage journalier avec 4 cadres de l'entreprise où on fait un point tous les jours sur les sujets, voilà, qui peuvent être partagés, descendus, des arbitrages, des décisions, enfin ce que peut faire un comité de direction une fois par semaine. On est passé avec cette temporalité à la journée, puisque la situation nous demande beaucoup plus d'agilité, voilà, au quotidien, d'adapter notre façon de travailler et puis de traiter un certain nombre d'aléas, voilà, avec toute la dimension inconnue de la situation. Une période qui n'est pas facile aussi, parce que dans une entreprise comme une autre, il n'y a pas de DRH et pas de directeur financier. Donc c'est le dirigeant qui prend un petit peu toute la charge, à la fois comme pouvait le dire Michel aussi, il faut regarder comment on fait d'un point de vue financier avec les banques, comment est-ce qu'on sécurise les mois qui viennent, quelles décisions on prend d'un point de vue ressources humaines, voilà, quelles vont être. On sait que l'activité va baisser, on ne s'est pas pris le tsunami d'un seul coup, mais on sait que ça va être lent et diffus dans les mois qui viennent. Donc comment est-ce qu'on fait pour passer 3 mois, 6 mois, peut-être 9 mois, avec un niveau d'activité en dessous de ce qu'on avait imaginé, avec des équipes qui sont là en place et qu'il faut garder, et il faut se préparer à la reprise. Donc un comité de pilotage, et puis après chaque manager qui a ses équipes et qui a fait le lien. Voilà. Et donc ça c'est un temps important. Et est-ce que c'est facile justement de garder le lien avec les équipes, de garder le même niveau d'engagement? Est-ce qu'il faut être très transparent dans le message en disant voilà, les conditions sont pas les mêmes, mais
il y a encore des clients qu'il faut servir, il faut garder le même professionnalisme. Enfin, quels sont les messages que vous arrivez à faire passer et quel est le niveau de compréhension? Alors, le niveau de compréhension est plutôt, il est très bon parce qu'en fait, on n'a que des gens qui sont, on n'a que des cols blancs pour reprendre l'expression de Xavier. Donc, c'est des gens qui ont une certaine maturité, qui sont capables de comprendre. Et puis, ça fait partie de la culture de l'entreprise aussi de communiquer. Je vais peut-être communiquer un peu plus pour expliquer les choses. Donc là, j'ai vraiment expliqué ce qu'était le compte de résultat de l'agence. Nous, 80% de nos charges, c'est de la masse salariale. On ne va pas pouvoir jouer sur des achats, etc. Une fois qu'on a, enfin, on paye nos loyers, mais par quelques frais généraux, c'est que de la masse salariale. Donc, tout l'enjeu pour nous, en fait, c'est d'ajuster en permanence la taille de l'équipe à la bande passante, en fait, au niveau d'activité que nos clients nous confient. C'est pas forcément ça, parce que on n'a pas de visibilité, on peut, ou beaucoup moins. Et donc, on a fait poser, par exemple, des congés par anticipation. Donc, on a passé beaucoup de temps à convaincre les gens de déplacer des congés qu'ils avaient posés au mois de mai sur des périodes où ils pouvaient imaginer partir loin au soleil, etc., pour les poser sur des périodes où ils allaient rester chez eux. Et puis, pour certains, une semaine plus tard, on est revenu vers eux en disant, bah, écoute, il y a une grosse commande qui est tombée là, il faut repartir, voilà, il faut s'y remettre, donc il faut déposer les congés posés. Voilà. Donc, mais l'équipe est super, elle est vraiment OK avec ça et chacun fait des efforts. Il y a une vraie solidarité entre ce que l'entreprise fait. Il y a une solidarité vis-à-vis des clients aussi. On a passé beaucoup de temps à appeler les clients juste pour savoir comment ça allait et ce qu'on pouvait faire pour eux. Voilà. Évidemment pas dans une logique commerciale, ça aurait été mal vu, mais juste pour garder le lien, en fait. Ouais, garder le lien, voilà, et puis leur dire qu'on était là aussi, hein, ça fait partie. Enfin, il y a effectivement, dans un contexte où un certain nombre d'entreprises ferment, c'est important de dire que nous, on est en capacité d'assurer notre activité. Voilà. Donc, il faut expliquer les choses, il faut informer. Typiquement sur le chômage, par exemple, je me suis aperçu que les gens, l'entreprise, ils n'ont pas forcément compris l'impact que ça. Quand on dit 70% du brut, 84% du net, il y a une personne sur deux, il ne sait absolument pas dire quel impact ça va lui faire à la fin du mois sur son bulletin de salaire. Voilà. Donc voilà, donc il faut rassurer, ça c'est très très important, tout en gardant l'équipe mobilisée, informer, expliquer certains choix, pourquoi est-ce qu'on décide on va décider de ne pas renouveler des CDD. Voilà, parce que l'année ne sera pas comme on imaginait qu'elle le soit. Coordonner avec les instances de gouvernance dont on a parlé, et puis prendre des nouvelles. Voilà. Mais c'est des enjeux de communication, mais c'est surtout des enjeux de relation, en fait, hein, de bien rester en contact avec les gens. Moi, j'ai quasiment appelé tout le monde pour savoir est-ce que tu es bien installé, est-ce que tu as un bon fauteuil, est-ce que tu as de la lumière naturelle, est-ce que tu as un bon écran, est-ce qu'il faut qu'on vienne, on a pas mal de gens qui n'ont pas de voiture, ils habitent dans le centre-ville, etc. Donc on a proposé de livrer, enfin d'amener au domicile des personnes leurs fauteuils, leurs grands écrans, etc. pour qu'ils aient un maximum de confort. Et ce qui est difficile effectivement quand on n'a pas tout le monde, quand on passe dans les, enfin moi quand je passe dans les bureaux, en regardant et la tête de la personne et ce qu'il y a sur l'écran, je sais si la personne va bien, je sais sur quoi elle travaille. J'ai des capteurs de ce qui se passe dans l'entreprise. Et là, on perd ces capteurs-là. Voilà, donc il faut essayer de les retrouver différemment. Et vous le disiez peut-être avec parfois des moments de crispation, des choses qui finalement se crispent et qui se seraient dénouées très rapidement en présentiel. Oui, absolument. On a eu un exemple d'une personne qui a pris la parole sur les réseaux sociaux, voilà, comme elle le faisait avant, et bon, elle a fait ça chez elle, sans discuter avec les personnes qui étaient autour d'elle, etc. Ça a été mal interprété. Et bon, quoi, comment, etc. Qui a décidé de faire ça, on nous a pas demandé notre avis. Moi, j'essaye dans la communication, il faut pas trop communiquer en fait, hein, parce qu'on est déjà en abondance d'informations.
dans les journaux, les réseaux sociaux, etc. Donc, si on veut que notre message de direction soit bien perçu, il faut doser en fait cette communication. Moi, j'essaie de répondre. J'essaie de répondre un petit peu aux besoins de Maslow, hein, c'est-à-dire que le besoin physiologique et de sécurité, il est assuré. Hein, les gens ont à boire, à manger, ils sont en sécurité chez eux. Voilà. Après, c'est travailler sur leurs besoins d'appartenance. Donc, comment est-ce qu'on garde, on se sent toujours faire partie de l'équipe Vupar. Hein. Alors, on joue avec ça. Hein, on fait des réunions où on est un peu corporate et on met nos t-shirts Vupar. On a fait une réunion avec tout le monde et on avait fait une thématique, c'était bienvenue à bord, et tout le monde était en marinière, c'était plutôt sympa. Voilà, donc garder vraiment, ou alimenter et nourrir ce besoin d'appartenance, et puis ce besoin de reconnaissance aussi. Nous, l'agence, elle a connu une forte croissance depuis 5 ans. On a intégré quasiment 30 personnes en 5 ans. La culture, elle est sur le succès et sur les challenges qu'on relève chaque mois, chaque année, avec des nouveaux clients qu'on accompagne. Et ce qui me fait pas peur, mais ce sur quoi je suis vigilant, c'est que je sais que c'est un moteur d'entreprise qui va s'arrêter, parce que il faut qu'on ait en tête que cette année, on n'aura pas les gains, les succès de nouveaux contrats, voilà, y compris des succès créatifs. Hein. On a des directeurs artistiques, eux, ce qui les motive, c'est la création qu'ils font au quotidien. Voilà, et ben on aura moins ces stimulants-là, ces stimuli, donc il va falloir aller chercher autre chose. Et je les ai prévenus que ça allait être long. Il fallait qu'on s'apprête à passer un certain temps sans avoir ces stimulations qu'on avait jusqu'à présent. Ouais, une période bien particulière. Alors, merci à Arnaud Bailly. Je propose qu'on arrive vers nos experts qui peut-être vont nous éclairer sur ce qu'il faut faire ou pas faire, nous dire si les pratiques que vous avez mises en œuvre dans vos entreprises sont les bonnes, s'il y avait d'autres choses à faire, si vous pouvez encore explorer d'autres pistes. Et je voudrais arriver vers vous, Ingrid Berthet. L'agence est bien mobilisée. Alors, je ne vous vois plus, j'espère que vous êtes toujours là. Je suis là, vous m'entendez? Bon, oui, on va vous voir normalement quand vous allez reprendre le micro. Vous avez entendu les dirigeants, ils se posent pas mal de questions sur leur communication, que ce soit sur l'interne ou vis-à-vis de l'externe. Et du coup, alors quel conseil vous pouvez leur donner? Si je commence par l'interne, est-ce qu'ils ont les bonnes pratiques? Est-ce qu'ils font ce qu'il faut? Alors très humblement, parce que la situation elle est inédite pour les experts comme pour le reste du monde, hein, malgré tout, donc, et elle change tous les jours. Je voudrais juste, on a peu de temps donc je ne vais pas rallonger, mais je voudrais juste faire un petit chapeau comme interne, comme externe, pour juste dire, on se pose tous les questions de com et pourquoi c'est important de communiquer dans cette période-là. C'est que j'ai une conviction, mais qui correspond à une réalité, c'est que l'image, la réputation et la capacité d'une entreprise à attirer la confiance de ses parties prenantes clés est un actif incontournable de l'entreprise, est un actif important. Et la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la situation de difficulté dans laquelle les entreprises peuvent se trouver aujourd'hui, on l'a vu, les situations sont très diverses. Cet actif-là, il est dans le pouvoir le dirigeant a le pouvoir de le préserver, a le pouvoir de mettre des choses en place pour préserver la confiance de ses partenaires, la confiance de ses salariés, la confiance de ses investisseurs qui sont aussi un public important, on l'a évoqué, et de l'ensemble des parties prenantes de manière générale. Donc ces questions-là, elles sont hyper importantes, et quand on a l'impression que le monde autour de nous s'écroule et qu'il y a plein de trucs qu'on ne maîtrise plus, ça on peut le maîtriser. Donc je pense que c'est un peu, voilà, c'est le point positif sur le sujet. Très rapidement sur l'interne, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et globalement vous avez hyper bien choisi vos témoins, parce que je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui est important, et je pense que Laurent Gentot reviendra derrière. De manière générale, en com de crise, de façon globale, parce que c'est une des expertises de l'agence, ce qui importe en premier lieu pour maintenir cette confiance, c'est de montrer, qu'on est
capable d'évaluer la situation à sa juste mesure, qu'on n'est pas en train de prendre le truc à la légère, qu'on n'est pas en train non plus de se mettre en mode panique et qu'il y a un pilote dans l'avion. Montrer qu'il y a un pilote dans l'avion, c'est avoir une communication factuelle, régulière, sur la situation dans laquelle on est, sur les mesures que l'on est en train de prendre, sur les perspectives, les impacts que ça peut avoir et la manière dont on s'organise pour gérer ces impacts. Et ça, c'est valable pour l'interne, c'est valable pour les clients, c'est valable pour les investisseurs et c'est valable voilà, pour toutes les parties prenantes qu'on jugera nécessaires à la vie de l'entreprise. Le deuxième élément, c'est d'occuper le terrain, et on l'a évoqué, au bon niveau, sans en faire trop en termes de com. Parce que, et j'en viens à l'interne en particulier, il y a pas mal d'études qui circulent ces derniers jours, les salariés sont très très en attente d'informations. D'informations sur où va ma boîte, d'informations sur ce que fait ma boîte pour me protéger, etc. Donc, il est important auprès des salariés d'avoir cette présence régulière, encore une fois, déjà de base, informative, et tous vos témoins là l'ont bien dit, tout le monde le fait, alors à sa manière et à son rythme, mais ça c'est particulièrement important. Qu'est-ce qu'on met en place? Quel est le plan de continuité d'activité? Comment on le fait évoluer? Parce qu'on a bien vu qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont fermé des sites de production de manière drastique la première semaine, et puis petit à petit, au fil des annonces gouvernementales, on a réouvert. Donc, voilà, ce qui est mis en place change. Donc, il faut raconter tout ça et à l'interne et aux clients en temps et en heure. Ça a été assez bien évoqué par un des témoins, je ne sais plus lequel aussi, je pense que c'était Xavier, sur les perspectives qu'on donne. Il y a une notion évidemment dans l'information qu'on donne, on cherche à rassurer les salariés. Pour autant, il ne faut pas non plus être dans la il faut trouver le bon équilibre entre le catastrophisme. Si vous êtes vous-même en panique par rapport à la situation et à l'avenir de votre boîte, il y a des cercles pour en parler. Mais vos salariés ne font pas partie de ces cercles. Voilà. Donc les réseaux là dans lesquels nous sommes, par exemple, sont un bon cercle. Mais devant les salariés, il ne faut pas céder à la panique. Pour autant, il ne faut pas non plus être dans la surprise. Ça aura des impacts. On ne sait pas d'un jour à l'autre comment la crise évolue et comment les impacts évoluent. Donc c'est ce bon niveau de discours qu'il faut trouver. Le maintien du lien a été très évoqué. Et ça, je pense que c'est super effectivement important. Alors évidemment, c'est d'autant plus facile à faire qu'on peut s'appuyer sur du préexistant. Tout ce qui existait précédemment comme outil de communication interne, que ce soit le journal interne, que ce soit les réseaux sociaux d'entreprise, que ce soit les temps managériaux, les temps d'information interne un peu formels, sont à maintenir dans cette période et sont des vrais points d'appui. Arnaud l'évoquait, il y a un certain nombre de structures dans lesquelles on peut être sur une communication habituellement un peu informelle, et on sent bien que dans ces moments-là, c'est un peu plus compliqué, il faut reformaliser parce qu'on n'est pas côte à côte. Donc, il faut se redonner des temps d'explication. Les journaux internes, par exemple, alors là, dans les structures de notre taille, de petite taille, souvent il n'y en a pas, mais dans les structures plus importantes, il y en a. Les imprimeurs ont réouvert. Nous, on a des clients qui font des éditions spéciales de leurs journaux internes parce que traditionnellement, ils envoient le journal interne au domicile des salariés. Et donc, y compris les salariés qui sont actuellement en chômage partiel peuvent recevoir une information qui dit où on en est, qui explique les mesures au-delà du lien managérial, des coups de fil, etc., dont on a parlé, qui sont super. Donc, je pense que cette intégration des salariés à l'arrêt, elle est importante, et je pense que peut-être Laurent... Et puis, il y a un travail spécifique à faire. Excusez-moi. Le film est terminé, Marion et Ingrid. Mauvais moment, je suis désolée. La valorisation aussi des salariés qui sont au front. Et du coup, vos témoins évoquaient la diversité des profils. Il y a ceux qui travaillent plus, il y a ceux qui travaillent en télétravail et c'est des habitudes différentes. Il y a ceux qui sont sur le terrain, qui sont sursollicités, qui peuvent avoir peur, qui sont pas toujours les plus valorisés d'habitude. Donc, évidemment, il y a des modalités de communication interne différentes à mettre en place. Mais de manière générale, je pense que renforcer la présence et en tout cas être très vigilant à donner toutes les infos dont les salariés ont besoin pour savoir où ils en sont, savoir ce qui se passe, être rassurés sur leurs conditions de travail, être rassurés sur leurs perspectives, comprendre ce qui est en train de se jouer, partager des marques d'attention,
tout ça, c'est important et ça se fait d'autant plus facilement, encore une fois, qu'on peut s'appuyer sur des outils préexistants, qu'on peut s'assurer aussi d'être aligné dans ses messages sur sa raison d'être, ses valeurs. Voilà. Si on est cohérent, si on a travaillé tout ça avant, évidemment, on est un petit peu mieux préparé à la crise. Ça, c'est pour l'interne. Je passe très vite parce que je veux que le temps file. Peut-être autre chose à rajouter, Ingrid, ou finalement, là, il y a un peu de perturbation familiale. Je pense que pour l'interne aussi, la présence du dirigeant, elle est importante. Dans les entreprises, quelle que soit la taille, parfois, on peut avoir un peu perdu le lien direct avec les salariés, avoir des communications directes du dirigeant au salarié qui se font un peu de loin en loin parce qu'il y a des étages managériaux, etc. Je pense que dans cette période particulière où le bateau tangue, on a besoin de voir le capitaine aussi et de l'entendre et de voir qu'il assure, qu'il a la vision de ce qu'il faut faire. Donc, il ne s'agit pas nécessairement de prendre la parole tous les jours, mais tous les salariés et beaucoup d'entreprises n'en ont pas la possibilité, même technique, parce qu'on l'a vu, il y a du monde en arrêt, il y a les usines, etc. Mais le contact direct et la prise de parole directe du dirigeant auprès des équipes, en complément des relais managériaux habituels, je pense. Ah, on ne vous entend plus, Ingrid. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, enfin, c'est coupé. Je propose peut-être de donner la parole à Laurent Jeannetot parce que je vois l'heure qui tourne et on voulait laisser une partie pour les échanges. Alors, Laurent Jeannetot, j'imagine que vous allez être d'accord avec beaucoup de choses que vient de dire Ingrid. Peut-être aussi un mot sur les outils. On a parlé beaucoup des outils qui sont utilisés actuellement et de la fiabilité ou non, ou des risques de certains outils. Je pense que c'est aussi un élément peut-être important à considérer dans la période. Ah, il faut rebrancher votre micro, sinon on ne vous entend pas. Exactement. Voilà, ça y est, là, je pense que vous m'entendez maintenant. Bonjour à toutes et à tous. Oui, bien évidemment, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. En tout cas, je suis aussi d'accord avec le fait qu'il y aura un avant et un après confinement. On a entendu à travers les témoignages que cette période de crise, c'est une période aussi que l'on peut transformer en quelque chose d'apprenant. Au cours de laquelle on va tester, on va l'utiliser en tant que laboratoire pour tester à la fois des nouvelles formes de communication qui nous sont imposées, mais qui nous donnent l'opportunité de les tester. Et puis, à travers ces formes de communication, pourquoi pas envisager d'autres projets de développement pour préparer l'avenir, comme le disait Xavier Biotto tout à l'heure, ou d'autres projets de développement, comme l'expliquait Thibaut, parce que là, maintenant, c'est pas dans ou le retail ou le corporate, mais bien à la fois les professionnels de la restauration, mais aussi du B2C que vous souhaitez développer. Donc, il y aura bien un avant et un après. En termes de communication, moi, ce que j'ai entendu, c'est que, évidemment, le premier axe qu'il faut avoir à l'esprit, c'est bien définir ses objectifs de communication, bien donner du sens à notre communication, parce que l'erreur serait de communiquer pour communiquer, juste pour se réassurer soi-même déjà en tant que dirigeant et se donner l'impression qu'en surcommuniquant, je vais créer ce lien que j'ai l'impression de faire. Et donc, je pense que la première étape, c'est de bien donner du sens sur la communication que l'on veut mettre en place. Quels sont les objectifs de communication que je veux atteindre? Est-ce que je communique pour informer? Est-ce que je communique pour rassurer? Est-ce que je communique pour créer ou développer une proximité? Est-ce que je communique pour incarner plus que jamais les valeurs de l'entreprise? Est-ce que je communique pour lancer des nouveaux projets ou est-ce que je communique pour tout ça à la fois, quelque part? Donc, si je veux bien être sur le comment, à savoir définir mon contenu de communication et mon format, donc les outils, il est d'abord que je sache très clairement ce que je veux dire. Ça, c'est la première des étapes. Et à partir de là, dans le comment, pour moi, il y a, en résumé de tout ce que l'on a dit, trois fondamentaux, à travers le sens déjà qui est le premier. Le deuxième, c'est d'être vigilant sur la communication qui va être mise en place à travers l'ensemble des systèmes. Quand je parle de système, je parle d'un côté le système de direction générale,
le système lié au niveau du management et le système des collaborateurs. Tout à l'heure, c'est Arnaud qui disait qu'il y avait eu une prise de parole qui avait été faite de manière un petit peu anarchique sur les réseaux sociaux. Là, c'est important d'être extrêmement vigilant à la cohérence de l'ensemble des prises de parole, de manière à ce qu'il y ait une certaine ligne de conduite et une protection de l'image de marque de l'entreprise, comme l'expliquait Ingrid tout à l'heure. Et puis, enfin, il me semble important de bien adapter le comment à 3 systèmes spécifiques. Le premier système, c'est la communication de la direction générale vis-à-vis de l'ensemble des collaborateurs. Alors évidemment, il n'y a pas de procédure universelle parce que les situations sont toutes très diverses. Des personnes qui sont en télétravail, d'autres personnes qui sont en activité partielle, d'autres qui viennent encore sur le bureau, donc au bureau, pardon. Donc il n'y a pas de procédure universelle. Il n'empêche que dans ce système direction générale vers les collaborateurs, plus que jamais, il faut recréer cette proximité que l'on n'a pas forcément lorsqu'on est tous ensemble sur le lieu de travail, mais qui est certainement à ce moment-là plus accepté des collaborateurs. En revanche, lorsqu'on a de la distance, lorsqu'on a coupé le lien physique, il est important de recréer cette proximité. Et pour moi, recréer cette proximité, c'est créer ces rituels de communication de la direction générale vers ses collaborateurs. Quels sont les outils possibles? C'est tous les outils qui tournent autour des podcasts, des vidéos. C'est très facile aujourd'hui de prendre un smartphone, faire une petite vidéo et d'aller communiquer très rapidement vis-à-vis de ses collaborateurs. Ou pourquoi pas faire un webinaire ou une visioconférence comme on est en train de faire. Donc créer un rituel de communication vis-à-vis de ses collaborateurs pour les rassurer. Ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas uniquement top-down, ça peut être aussi bottom-up. Et ça me paraît indispensable que les collaborateurs aient la possibilité d'aller interpeller en direct la direction générale. Ça, on peut le faire très simplement, soit à travers le réseau social, s'il y en a un qui est déjà installé dans l'entreprise, ou soit à travers la mise en place de FAQ ou autre. Ou, comme le disait Thibaut tout à l'heure, à travers son outil Teamwood, qui est un outil qui est vraiment excellent. Donc, donner cette possibilité aux collaborateurs d'aller interpeller la direction générale en direct, c'est aussi leur permettre d'être rassurés lorsqu'ils sont à distance, comme ça. Et puis, dans cette période, il faut faire autrement. Et faire autrement, c'est dans la réponse de ces sollicitations, ne pas laisser les services support tout le temps répondre, mais que la direction générale puisse, elle, de temps en temps, prendre le crayon et répondre directement. C'est casser les codes, parfois, dans certaines entreprises, et c'est montrer de quelle manière la direction générale est très, très investie dans cette proximité nouvelle, immédiate, une proximité inédite vis-à-vis des collaborateurs. Ça, c'est le premier système. Le deuxième système, c'est la direction générale vis-à-vis des managers. C'est ce qui a été expliqué tout à l'heure, hein, c'est ce que j'ai parfaitement entendu et je buvais du petit lait quand j'entendais ça, c'est l'entreprise, là on est dans une adaptation du court terme, mais l'entreprise a toujours une vision moyen et long terme. Il y a toujours des projets qui sont engagés. Michel Potard expliquait qu'elle avait sa R&D qui continuait. Elle avait 7 chercheurs qui étaient toujours au travail sur 35, mais ils sont là. Xavier Biotto disait qu'il fallait mieux se projeter et préparer l'avenir. Donc, il est indispensable d'avoir toujours son équipe de managers en contact de la direction générale et de les mettre en brainstorm et de les mettre en acteurs des projets de manière à ce qu'ils soient préparés et qu'ils restent parfaitement engagés lorsque le jour d'après va venir. Et donc, comment on fait? Quels sont les outils que l'on peut utiliser pour les rendre co-constructeurs des projets? Eh bien, c'est tous les outils collaboratifs que vous avez, soit ceux qui sont en partage de documents comme Dropbox ou autre, Google Drive, soit ceux qui sont en visioconférence comme Teams, comme EFI-Connect, dont on utilise la solution aujourd'hui, d'autres outils de ce type. Et puis, le troisième système, et je terminerai là-dessus, Florence, je vous vois réagir. Pour conclure, le troisième système, c'est celui des managers vers les collaborateurs et la forte proximité qu'ils doivent avoir. Et là, ils doivent prendre en compte, quelque part, ils doivent prendre la posture du manager à distance, du manager distancié, parce que on n'a pas attendu à être en confinement pour que certaines entreprises aient des managers qui managent à distance des équipes réparties sur plusieurs secteurs géographiques. Et donc là, les managers doivent prendre en compte 2 dimensions.
D'abord, la dimension collective, où il s'agit de maintenir l'animation des équipes et le pilotage de l'activité. J'y reviendrai pas là-dessus, c'est ce que j'ai exprimé lorsque j'évoquais le deuxième système. Mais je voudrais évoquer surtout la deuxième dimension, qui est la dimension individuelle. Et c'est l'humain que mettait Xavier Bioto tout à l'heure en avant. Avoir la capacité de se mettre régulièrement en contact avec individuellement les collaborateurs, les membres de son équipe, juste pour savoir comment ça va. Juste savoir comment ça se passe pour eux, ressentir l'implicite derrière l'explicite, et puis essayer d'aller toucher le niveau d'engagement, le niveau de motivation qui reste. Et surtout, encore plus important, ce besoin lorsqu'on est en distance, c'est le besoin de reconnaissance. Et d'ailleurs, le besoin de reconnaissance, on l'entend beaucoup chez nos politiques en ce moment, lorsqu'ils prennent la parole et qu'ils disent la merveilleuse phrase « Je mesure la difficulté que vous avez aujourd'hui à être en confinement ». Donc ce besoin de reconnaissance, il est très, très fort dans cette période-là. Et c'est cette proximité que vous allez mettre en place qui va permettre de l'actionner, ce levier. Voilà. Ben, écoutez, merci pour cette... Deux termes pour terminer. La confiance, c'est pas parce qu'on est à distance que les collaborateurs systématiquement en profitent et ne sont pas motivés par de bonnes intentions. Je voudrais casser ces codes-là. Bien au contraire, je pense que des fois, certains collaborateurs, à avoir moins leur manager sur le dos, à leur demander comment tu as fait combien, ça peut leur libérer quand même une certaine et une nouvelle énergie. Donc ça, c'est la première chose. Et puis l'autonomie, c'est aussi ce levier qui permet parfois la créativité et de rendre les collaborateurs plus force de proposition et innovants. Mais merci, voilà, je me suis permis d'aller très très vite. Oui, c'est vrai que le temps file très très vite. Merci à tous les 6. Je crois que j'ai vu passer pas mal de questions. Donc, Olivier de Marignan, je vais revenir vers vous et je pense que vous allez pouvoir nous faire remonter un certain nombre de questions, précisions, interrogations par rapport à ce qu'on a entendu. Oui, merci pour la qualité des échanges. Hein, c'est assez exceptionnel. Alors, finalement, si on voulait résumer en une phrase tout ce qui se dit, c'est cette phrase que j'aime bien de la part d'un patron. Un patron, il doit absorber le stress et dégager de la sérénité. Voilà, c'est ce que vous nous avez montré, ce que vous essayez de faire dans un contexte qui est absolument incroyable, c'est d'absorber le stress de tout le monde finalement, parce que tout le monde est stressé pendant cette période-là et c'est bien naturel. On n'a pas eu énormément de questions. Il y a une question très importante qui me semble-t-il ressort et je vais y venir. Par contre, on a eu des points incroyable. Ce que je voudrais souligner, c'est d'abord être capable de sonder ses collaborateurs. Ça a été démontré par l'un ou l'autre d'entre vous, être capable de prendre le pouls. Sonder, c'est prendre le pouls. Alors, c'est pas prendre la température comme on va le faire de plus en plus maintenant à cause de ce virus, mais c'est de prendre le pouls des collaborateurs pour savoir comment il se sent et comment il va bien. Moi, j'ai bien aimé cette approche-là. Et c'est aussi écouter. Écouter, c'est-à-dire écouter jusqu'à aller prendre soin du fauteuil, de la qualité du fauteuil dans lequel le collaborateur qui est en télétravail est assis. C'est juste incroyable de pousser je ne suis pas sûr que dans la vie normale, dans une entreprise, on va aller se préoccuper de savoir si le collaborateur qui bosse au bureau est bien assis, quoi. Et là, quand il est chez lui dans cette position-là, on va lui demander si jamais il est bien assis. Et on va même aller, je crois que c'est Arnaud qui nous disait cela, on va même aller jusqu'à aller emporter son fauteuil pour l'amener chez lui. Voilà, c'est prendre soin du collaborateur qui est dans une situation terrible parce qu'il est éloigné de son lieu de travail et il stresse. Et l'objectif d'un chef d'entreprise, c'est de dégager de la sérénité et de rassurer ses collaborateurs. Et puis, moi j'ai bien aimé aussi ce qu'a dit Michel sur être capable de montrer à l'après, ce qu'on est en train de préparer pour la sortie du confinement ou pour la suite de l'entreprise ou pour le jour d'après, montrer qu'on est là-dessus. Et Ingrid disait, il faut montrer qu'il y a un pilote dans l'avion hein, et qu'il se préoccupe de tenir l'ensemble de la meilleure façon possible. Donc, pour tout cela, merci. La question qui a été posée, au-delà d'une question sur les outils, mais Laurent Janto y a un peu répondu. Finalement, ils sont assez nombreux et je crois qu'on doit pouvoir vous aider peut-être une fois qu'on aura raccroché de cette plateforme sur un panel d'outils qui sont plus ou moins efficaces là-dessus. Nous-mêmes, chez Boss2Boss, depuis 10 jours, on en utilise 5 ou 6.
on commence à avoir une certaine, n'est-ce pas, Anne-Sophie, on commence à avoir une certaine expérience et on a des associés qui sont pro ceci et d'autres qui sont pro cela. Voilà, donc on a nous-mêmes nos propres outils préférés. L'important, c'est qu'ils soient adaptés, comme disait Laurent, à ce que l'on veut faire et au mode de communication que l'on veut avoir. La question la plus importante, finalement, c'est comment motiver et comment mobiliser les différentes formes de personnes au travail, entre ceux qui sont sur site, ceux qui sont au chômage. Comment on mobilise l'école bleue? Comment on motive tout cela? Et je voudrais peut-être, pour finir, poser cette question aux deux personnes qui, me semble-t-il, sont les plus concernées par la notion de col bleu. C'est peut-être Michel et Xavier, nous dire, voilà, est-ce qu'ils pensent à cela quand ils s'adressent à l'ensemble de leurs centaines ou milliers de collaborateurs? Alors, on va commencer par Michel et on finira par Xavier. Alors pour Michel, les milliers de collaborateurs, ça n'existe pas, hein, donc je laisserai pas Xavier. C'est ça. Et je suis pas très pertinente pour répondre à ça, puisque j'aime pas trop la terminologie de col bleu, mais bon, je vois ce que ça représente, et c'est peut-être avec eux qu'il est le plus difficile pour moi de communiquer. Alors, il y a des relais qui communiquent avec eux, et comme je vous le disais, il y a des news qui sont envoyées par mail et tout, mais en entendant les différents intervenants, notamment Laurent, je me disais effectivement, pourquoi pas les inviter? Je pense pas que ça serait, que ça nous est interdit. Pourquoi pas les inviter effectivement à une réunion Teams uniquement pour parler entre nous, comme on pouvait le faire autour d'un café et de viennoiserie, parce que effectivement, moi, j'ai moins de liens directs avec eux directement. Donc, je suis pas tout à fait le bon exemple pour dire qu'est-ce qu'il faut faire vis-à-vis des cols bleus. Mis à part, pour l'instant, enfin, si je suis très transparente, pour l'instant, ça a été de la communication vis-à-vis d'eux de différents collaborateurs, ça a été des mails, mais on n'a pas pour l'instant été au-delà. Et quand je discutais effectivement avec Florence, je lui disais, pour moi, c'est un point d'interrogation, ça. D'accord, ok. Xavier, peut-être quelque chose, même si jamais on découvre tout et c'est très compliqué cette situation, et la question est d'ailleurs quasiment impossible d'y répondre, non? Ben, tout à fait. Moi, je pense que c'est très compliqué. C'est vrai que c'est un gros enjeu de continuer à se projeter, effectivement, penser à son projet d'entreprise, etc., à déjà une forme de révolution que de toute façon on devait mener, et gérer l'actualité. Et l'actualité, ça va être, bon, là, c'est relativement simple, entre guillemets, de gérer des fermetures totales. La période qui vient va être compliquée, en tout cas pour nous, c'est-à-dire cette espèce de période intermédiaire où le virus traînera encore et où on devra se préoccuper beaucoup de la sécurité de nos salariés, la sécurité de nos clients. Nos magasins ne vont pas tous ouvrir en même temps. On va commencer par ouvrir les usines, etc. etc. Donc, il y a un vrai enjeu. Bon, juste d'un point de vue de la communication, nous, je pense qu'on fera un post-mortem, alors post-mortem du virus, je veux dire, hein, pour un débrief après tout ça, pour savoir ce qui a bien fonctionné, ce qui a mal fonctionné dans nos communications. Est-ce qu'on a touché tout le monde? Quelles leçons on peut en tirer? Quelles leçons on peut en tirer en ce qui concerne le télétravail? Et si je reviens aux personnes qu'on appelle col bleu, enfin qui sont des collaborateurs évidemment précieux, mais qui ne travaillent pas dans les bureaux ou en télétravail, nous, c'est la première catégorie de personnes qui va revenir beaucoup au travail. Donc, on a cherché à maintenir le lien. Et là, on va réouvrir nos usines la semaine prochaine, en principe. On peut les réouvrir, à la différence des magasins. Et là, on a déjà beaucoup communiqué avec eux, avec les comités d'entreprise, etc. Alors, il s'avère que, un, ils sont attentifs à leur sécurité, ce qui est normal, mais deux, ils sont impatients de revenir travailler. Donc, ce qui est très, très satisfaisant. Et je pense que le jour J, quand ça réouvrira, oui, il faudra que les patrons, soit moi, mais soit mes patrons d'activité, soient sur le terrain, soient bien avec les équipes, et pas en télétravail ou au bureau, mais bien au milieu des équipes. La meilleure façon de communiquer. D'accord. Merci. Avant de passer la parole pour la conclusion auprès d'Anne-Sophie, je voulais revenir sur une chose auquel Laurent m'a fait penser quand il dit que la communication doit être bien sûr top-down, mais elle doit être aussi, on doit pouvoir imaginer une communication bottom-up dans ces temps un peu particuliers.
où finalement les salariés peuvent aussi interpeller via un certain nombre d'outils. Je voulais vous parler d'une expérience étonnante chez Simon de Sirène, où nous avons dans des maisons partagées des personnes en situation de handicap, confinées bien entendu, dans les conditions compliquées aussi qu'on peut imaginer. Eh bien, nous avons demandé à nos compagnons qui habitent dans ces maisons-là et qui sont vraiment dans des situations de dépendance totale, avec des soins au quotidien et donc des proximités qui sont toujours à faire avec des gestes barrières qu'on essaye pour autant de conserver. Eh bien, nous avons demandé à l'ensemble de ces compagnons et de ces résidents d'appeler les membres du conseil d'administration de l'association. C'est-à-dire qu'en fait, on leur laisse l'opportunité d'appeler de leur côté en disant et vous, comment vous vous en sortez? Moi, ça va, je m'en sors bien parce que je suis accompagné par des personnes qui sont en proximité, des assistants. Mais vous, au niveau du conseil d'administration, au niveau des bénévoles, parce que la palette d'appels est large, comment vous en sortez? Et je peux vous dire que cette inversion de communication donne un sentiment incroyable où nous-mêmes qui nous sentons un peu en sécurité, on devient dépendant d'eux dans la façon dont on aborde cette crise. Et c'est un sentiment assez incroyable. Voilà, je voulais vous faire cette parenthèse-là et laisser la parole à Anne-Sophie pour conclure ce troisième café. Anne-Sophie. Oui, bonjour à tous. Nous arrivons effectivement au terme de cette séance de questions-réponses et nous espérons que cette visioconférence sur la communication de crise généralisée aura pu vous être utile. Alors, je tenais à remercier au nom de toute l'équipe Boss to Boss l'ensemble des partenaires à qui nous devons la réussite de ce moment. D'abord la lettre API, Groupe Ouest France, et notamment à notre entremetteur Stéphane Dairel, que j'ai vu dans les messages tout à l'heure, et puis surtout à Florence Lenevé qui nous a permis de vous offrir cette animation professionnelle. Je voulais aussi parler de notre partenaire technique EFIConnect. Alors, j'ai vu aussi des questions sur le sujet. Si vous souhaitez une solution de visioconférence solide, n'hésitez pas à contacter Philippe Sorel et Christine Mercier. Je note aussi l'idée de faire un benchmark ou un petit récapitulatif de l'ensemble des outils, notamment ceux qui ont été cités dans cette conférence. Je pense qu'on va instruire le sujet et puis on fera probablement une petite parution sur le sujet pour que vous puissiez garder le lien. Et puis enfin, Réseau Entreprendre Atlantique, avec qui nous avons depuis toujours et pour longtemps encore, j'espère, des connexions et de très fortes connexions. Je voulais faire un petit mot aussi sur la super équipe Boss to Boss, qui est à votre service et que vous voyez là à l'écran. Vous avez entendu Olivier de Marignan en introduction là, sur la séance de questions-réponses. Vous avez peut-être, si vous étiez là, entendu Jean-Loup Racine le 30 mars à l'occasion du Meetup Café du Boss 2 et Sébastien Chadourne le 20 mars, le premier Meetup Café du Boss. Aujourd'hui, je souhaitais mettre à l'honneur Juliette Vinet, qui a rejoint Boss to Boss en octobre l'année dernière, et puis Constance Depoix, que nous avons embauchée le jour de l'annonce du confinement par Emmanuel Macron. C'est Juliette et Constance qui ont géré l'interface entre vous. C'est vous qui avez posé des questions sur le chat, et puis l'interface avec nos boss et experts qui ont fait leur maximum pour y répondre. Et je voulais vous dire, je suis super fière de vous, tous les 5, de la façon dont vous gérez personnellement et professionnellement cette situation. Et je suis très honorée de partager ce chemin. Alors, merci à vous 5. Et puis, il y a de plus en plus de solidarité au service des dirigeants depuis le début de la crise. Olivier Riom en parlait, par exemple, de l'accompagnement de 60 000 rebonds lors de notre Meetup Café du Boss 2. Boss to Boss aussi se mobilise. L'enjeu, c'est que chacun trouve la solution qui lui convienne le mieux. Nous restons toujours à votre disposition si vous en ressentez le besoin, que vous soyez client, que vous soyez boss, que vous soyez dirigeant sans encore de connexion réelle avec nous. N'hésitez pas à nous contacter par email ou à travers notre site internet. Nous pourrons, si ça vous est utile, mettre en place un atelier d'1 heure gratuitement pour vous aider face à votre problématique. Et puis, pour reboucler avec notre sujet de communication, nous sommes tous des colibris qui contribuons à rester dans une dynamique constructive en gardant le lien, c'est ce qu'on a entendu, en capitalisant sur le lien social, en contactant tous les collaborateurs, c'est important, en trouvant la bonne tonalité entre la gravité et le sens, et puis en parlant vrai. Alors chez nous, parlant vrai, chez Boss to Boss, c'est parler avec sa tête, ses tripes et son cœur. C'est deux notions qui nous sont chères. Ces principes s'appliquent aussi bien dans une communication auprès de ses équipes, mais aussi auprès de l'extérieur de l'entreprise.
Voilà, on a préparé un petit clin d'œil de témoignages de communication externe qui, à chacune à leur façon, ont résonné chez nous. La première, celle que vous voyez à l'écran, c'est celle du CJD. Elle est assez tête, mais je trouve qu'elle permet d'être très claire et elle a été beaucoup diffusée sur les réseaux sociaux. Donc, protéger les gestes barrières pour protéger l'économie. Et puis la deuxième publication qu'on voulait vous partager, c'est celle de Goubo Imprimeur. Alors beaucoup d'entre vous certainement l'ont peut-être reçu, mais le hashtag Mon job me manque est très cœur et vraiment très chouette aussi. Voilà, très, très contagieuse dans la solidarité du moment que nous partageons. Enfin, nous voulons terminer par un immense merci à l'ensemble de nos orateurs. Donc à Ingrid, merci de B-Side, Thibaut Jarousse, Divin, Arnaud Bailly, Vupar, Michel Potard, Ventilaire Sec, Laurent Gento, Access, et puis Xavier Biotto de ERAM. Merci aussi à vous tous d'avoir été présents parmi nous ce soir. Merci pour vos témoignages sympathiques. Ça contribue à nous donner du sens à ce que nous vivons tous ensemble. Et puis, nous aurons certainement l'occasion de vous retrouver, si vous le souhaitez, pour un Meetup Café du Boss 4. Alors, restons connectés.